Voilà, on est en ligne. Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire like pour soutenir notre modeste chaîne. Un moment d'empathie envers tous ceux qui souffrent dans notre région. Personne de nous n'a choisi son nom, sa famille ou son pays. Malgré cela, Netanyahou a exterminé 14 000 enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes. Et des chiffres disent encore qu'il y a eu 400 000 morts à Gaza. Leurs crimes, ils ne sont pas juifs. Netanyahou a exterminé les juifs parce qu'ils étaient des juifs. Et Netanyahou extermine les Palestiniens parce qu'ils ne sont pas des juifs. Deux facettes de la même monnaie. Et tout cela avec l'aide des Occidentaux et le silence coupable des pays arabes et musulmans. Je suis contre Hamas et contre Israël. Et Hamas, pour moi, est une création israélienne. Et ce qui s'est passé le 7 octobre n'est en fait qu'un piège dans lequel est tombé Hamas. Piège tendu par Israël afin de justifier l'extermination des Palestiniens. Et maintenant, il veut les déposséder de leurs terres et les chasser de leur pays. Honte aux Juifs qui soutiennent Israël. Honte aux Juifs qui soutiennent Israël. On voit qu'ils n'ont rien appris des crimes de Hitler. Je demande à Hamas de déposer les armes, de se dissoudre, de libérer tous les otages israéliens. Et je demande à Israël de libérer tous les prisonniers palestiniens, d'annexer Gaza et la Cisjordanie et d'accorder à tout le monde la nationalité avec des droits égaux, quelle que soit leur religion. Mais est-ce que Netanyahou veut entendre une telle voix? Espérons-le, bien que ce soit une situation désespérée. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, Netanyahou procède à l'extermination de Palestiniens. Ceci étant dit, bon, alors le modèle que je voudrais que soit appliqué dans mon pays d'origine, c'est la Suisse, dont j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération. Ce soir, je me réjouis de recevoir Mélisandre, qui va nous parler de soins et tolérance. Soins et tolérance. Alors, j'ai voulu qu'elle me surprenne. Pour cela, je ne lui ai même pas demandé c'est quoi comme sujet. Eh bien, moi, je vais les découvrir avec vous. Mais c'est le but de cette chaîne, c'est que on apprenne à exposer son point de vue et, et faire profiter aux autres notre expérience et nos connaissances. Alors, permettez-moi donc de souhaiter la bienvenue à Mélisandre et de lui passer la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Adib. Voilà, donc je vais vous présenter ce thème, soins et tolérance, en commençant par une phrase qui est la suivante. Le soleil brûle et brille, mais sa fonction principale est d'éclairer. Donc voilà, bienvenue aussi sur cette chaîne pour ceux qui nous rejoignent. En collaboration avec l'aide et la participation de Monsieur Aldib, et une pensée pour Bébert qui, je pense, pour le moment occupé, donc quand même j'ai une pensée pour lui. Donc voilà, je m'appelle Mélissandre et je vais vous parler du thème dont je vous ai parlé en amont, le soin et la tolérance. Je suis aide-soignante et j'ai rencontré
vécu, repensé, réfléchi, et je me suis remise en question, voilà, sur mes pratiques auprès des personnes dont j'avais la responsabilité. Alors, pour commencer le programme de ce thème, j'ai pensé à faire à parler des définitions du soin et de la tolérance selon le Larousse, le dictionnaire Larousse. En deuxième temps, le jeu test par rapport aux 14 besoins, pardon, de Virginia Anderson, évoquant les 14 besoins essentiels et vite et vite, pardon, excusez-moi, les 14 besoins nécessaires, voilà, aux personnes, voilà, en général. Et en troisième temps, on aura un échange sur ce qu'est le soin et la tolérance pour nous vis-à-vis de notre vision de ces mots-là. Ensuite, je vous ferai le retour que j'ai eu, moi, d'expérience que j'ai eue professionnelle avec les patients, selon divers choses comme les discussions, comme l'alimentation, comme les pratiques religieuses, etc. On va voir. Et puis enfin, vers la fin, on pourra échanger et aussi à nouveau et proposer des questions sur le sujet si vous le voulez. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi mon petit programme. C'est bon pour vous, Monsieur Aldib? Moi, ça va très bien. Moi, je ferme mon microphone chez moi pour que votre voix soit la plus claire possible. Mais si moi, je veux vous poser une question, Ouais, j'utiliserai ma cloche et vous saurez que je vais donc intervenir. La oui, parole est à vous. très Allez-y. bien. Très bien, bah c'est parti. On va commencer en premier temps par les définitions du soin. Donc, un soin au masculin, ce sont des actes par lesquels on veille au bien-être de quelqu'un. Donc, tout ce qui est synonyme d'attention, d'égard ou de prévenance. Donc voilà, actes par lesquels on veille au bien-être de quelqu'un. Attention, c'est un égard, c'est une prévenance. Donc, l'on voit bien qu'il n'y a pas de jugement. Donc ça, c'est la définition du soin selon le Larousse. Par la suite, on a le mot féminin, une tolérance. C'est une attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. Il a les synonymes comme compréhension, indulgence, largeur d'esprit et libéralisme. Donc synonyme de compréhension, indulgence, largeur d'esprit et libéralisme. Voilà, c'est pour que vous compreniez bien les mots ainsi nommés sur le dictionnaire Larousse. Vous pouvez vérifier. J'ai fait mes petites recherches. Donc voilà, ouvert à vous de bien regarder ces mots-là. Donc à la suite de ces petits mots, on peut faire le petit jeu test. Donc si vous voulez, Monsieur Aldib aussi, vous pouvez. Vous avez le droit, vous êtes en pleine mesure de le faire. Donc voilà, même en commentaire, n'hésitez pas, mettez ce qui vous vient à l'esprit. Les 14 besoins de Virginia Anderson les a mis en place pour montrer les divers besoins dont ont besoin une personne. Bon voilà, c'est assez clair. Alors je vous laisse deviner. Et puis comme moi je les ai en face de mes yeux, vous pouvez pas tricher, mais sans tricher bien sûr, hein, pour vous de votre côté. Donc allez-y, prenez le temps. Et dès que c'est OK, je peux vous laisser 5 minutes. 5 minutes, ça, c'est correct. Comme ça, entre-temps, vous pouvez même penser à la suite du programme. Oui. Alors,
Mais on verra ce qu'ils auront dans les commentaires. Ouais, Pour le moment, il n'y a pas beaucoup dans le chat. Il n'y a qu'une seule personne sur le chat. Il y a 3 personnes qui assistent à cette vidéo, d'accord. mais qui est diffusée en direct. Et donc, Mhm. on verra ce que les gens poseront comme questions. Je vous les soumettrai. Mhm. D'accord, merci. Vous allez voir, ça paraît anodin, ces 14 besoins, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Et, euh, et justement, parmi ces besoins, trouvez ceux qui sont en lien avec ce thème présent. Donc, le soin et la tolérance. Vous allez voir, ils y sont. Allons-y. Alors, maintenant, peut-être vous devrez poursuivre. Ouais, Euh, 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 Peut-être vous devrez poursuivre vos propos. ouais. Et, Bon, oui, dites. avec plaisir. J'ai fait ma formation d'aide-soignante auprès des personnes dans des services assez lourds comme des foyers d'accueil médicalisés, des maisons de retraite. J'ai fait même des maisons d'accueil spécialisées. J'ai fait des EHPAD, bon, quasiment identiques à des maisons de retraite, mais beaucoup plus médicalisées. Et puis à la fin, j'ai continué 7 ans et demi ou 8 ans dans un service assez assez dur comme la neurologie intensif. Ouais, Et voilà, c'était parmi le plus long de ma carrière. Et après coup, j'ai connu les soins palliatifs. ouais, Actuellement, j'en suis là, en soins palliatifs. Donc, ouais. c'est diverses expériences avec diverses personnes avec qui j'ai discuté, rencontré, parlé de leurs croyances ou voir leurs pratiques de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut Dites-moi. dire? Qu'est-ce que ça veut dire soins palliatifs? Alors, soins palliatifs, c'est un service dans lequel on accueille des personnes en fin de vie. Donc, on les accompagne jusqu'au décès. Ah, On a une phrase qui rappelle, qui définit un peu ce soin. C'est la suivante. On n'ajoute pas du temps aux personnes, on ajoute de la qualité du temps, pardon, on ajoute de la qualité au temps qui reste à vivre. ah, d'accord. Donc, pas d'acharnement, Non, mais oui, oui. Donc, soins palliatifs, c'est accompagner les derniers moments de la vie d'une personne. tout à fait. Une question, puisque moi, je ne suis pas encore mort, et je n'ai assisté à la mort de personne. Jusqu'à D'accord. maintenant, je n'ai assisté à la mort de personne. Je ne sais pas comment la personne s'éteint. Je ne sais pas comment la personne s'éteint. Et, ni ces derniers mots. Et, est-ce que l'infirmière est là jusqu'à ce que, à moins qu'il y ait une crise cardiaque, évidemment, pendant la nuit, l'infirmière ne peut pas être à côté de lui. Mais si euh, euh, il, euh, il commence son agonie, comment ça se manifeste et quels sont ces derniers mots? euh, Est-ce qu'il vous regarde? Est-ce que vous le regardez? Ou est-ce que vous êtes toujours est-ce que vous tenez sa main? Comment ça se passe? Alors, pour ceux alors pour les personnes avec qui on assiste concrètement à leur fin, euh, ils ont des gaspes. En fait, c'est une respiration euh, comme une sorte de suffoquement, comme si s'intoxifiait, parce que quand on manque d'oxygène, on s'intoxifie, et du coup, ça
Ça, vous voyez, ça fait ce genre de bruit au niveau vraiment, au niveau de la gorge. Donc, voilà, ça, on appelle ça le gasp. Et la personne, lors de l'agonie, moi, ce que j'ai vécu, c'est que je tenais la main à une personne et une autre aide-soignante était présente avec une infirmière. À ce moment-là, on avait la possibilité de l'accompagner à plusieurs personnes et du coup, euh, le stop de sa respiration, c'est quand la personne, comme vous dites, s'éteint. Ben, il n'y a plus de présence de vie, la personne est froide. Ses yeux, s'ils sont ouverts, on essaie tout bien et doucement de les refermer à la main. Ou s'ils sont fermés, on le laisse en paix. Euh, voilà, on a l'infirmière avec nous qui avertit le médecin par la suite pour déclarer le décès. Donc tout ça, et puis juste avant, on appelle la famille pour prévenir du décès s'ils sont pas auprès de la personne. S'ils sont auprès, c'est eux qui viennent nous voir pour dire il a rendu son dernier souffle. Donc c'est ça en fait qui se passe. En Après, fait, ouais. une question, parce que c'est intéressant pour moi qui n'a pas assisté à la mort de quelqu'un, et, et ce qui rend leur dernier souffle, euh, Mm. euh, ils ont toujours les yeux ouverts. La plupart, oui. La plupart les gardent ouverts parce que, alors je sais pas pourquoi en fait. Ça dépend. Des personnes peuvent s'endormir et fermer les yeux et ne pas les avoir réouverts, mais ceux qui les gardent ouverts, il- c'est un phénomène qui se passe comme ça. Après, il n'y a pas forcément d'explication, je ne sais pas, scientifique. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que certaines personnes, on garde les yeux ouverts. C'est comme qui dirait, on dirait, si j'en interprète moi-même, une sorte d'accroche à la vie une dernière fois. Il faut Ah, savoir, il faut savoir que nos sens, en tout cas, sont en éveil pour jusqu'à la mort. Le dernier qui restera, c'est le toucher. ouais, C'est ouais. le toucher. Est-ce que la personne qui est dans la phase finale s'agite? Alors là, ça Ou est-ce qu'elle dépend. elle est calme? Alors là, ça dépend comment ça se termine. Si la personne est épileptique, oui, et du coup, crise cardiaque s'ensuit. Mais généralement, de ce que j'ai pu vivre, ils sont plutôt apaisés. Et puis, dans la fonction du palliatif, c'est la douleur calmée par des traitements comme le midazolam, qui est beaucoup utilisé. C'est un traitement qui est prescrit par le médecin automatiquement pour détendre les personnes. Donc, ça les fait reposer, ça les endort. Mais c'est pas quelque chose qui les endort jusqu'à la mort. Après, c'est selon la pathologie de la personne. Sa Ah, pathologie, si elle est grave ou en phase terminale et que là, bon, ben, le midazolam, en l'occurrence, le détend et permet cette douceur de descente jusqu'à la mort, ben, c'est que c'est fait ainsi, mais oui, généralement, ça s'agite pas. Ça oui, respire de manière haletante et suffocante, mais après, ça s'agite pas. Si on fait oui, ce qu'il faut. oui, oui. D'accord, d'accord. Et, et est-ce que la personne qui s'éteint regarde l'infirmière ou il a les yeux comme ça, fixés dans le vide? Fixé dans le vide. Ah, il est fixé dans le vide. Mm. D'accord, d'accord. Bien, il est fixé dans le vide. D'accord. Et est-ce qu'il pleure? On peut avoir des patients qui enfin, pleurent, oui, jusqu'avant ça, quand ils sentent qu'il va vraiment partir, enfin décéder, mourir. Je me permets de dire ces mots crûment parce que une médecin qui nous avait fait une formation
nous avait fait la formation sur le soin palliatif que que j'ai découvert en fait, et qu'en fait, il faut dire le mot mort, il faut pas en avoir peur, et que justement, par rapport, je reviens sur les yeux qui pleurent, les personnes qui ressentent cette mort peuvent pleurer. Franchement, ils pleurent, quoi, parce que c'est un peu le moment de tristesse de quitter un peu leur famille, leur vie, en fait. Un peu normal. Et après, bon, ben, sur le coup, si la personne n'est pas agitée, si la personne est détendue et loin de la vie, ben, on voit pas les larmes couler. Oui, d'accord, d'accord. C'est que quand il lui reste un soupçon de vie en lui qui commence un peu, voilà, à s'attrister vraiment, vraiment, quoi. Oui, oui. Est-ce que l'infirmière tient toujours la main du mourant ou bien non, il le laisse à lui-même? Si la personne n'a pas sa famille auprès de lui, comme je l'ai vécu, on lui a tenu la main à ce monsieur, et on lui a dit de belles choses, comme quoi c'était quand même une personne qui a vécu, qui n'a pas à s'attrister. Même en étant dans le vide, mes yeux partis vers vers un autre horizon, comme on pourrait dire. Mais à ce moment-là, on lui tient la main, et puis on l'accompagne dans ce dur moment avec lui, qu'il soit pas seul. Lorsqu'il y a la famille, bien sûr, on laisse la famille en, en, en charge de ce moment. C'est quand même leur moment à eux, qui pour une fois, cela doit rester précieux. Donc voilà, Oui, on les laisse oui, faire. oui. D'accord. Est-ce que euh, généralement, il y a la présence d'un membre de la communauté religieuse qui assiste à la mort ou Oui, pas? oui. Il y a une aumônerie, des personnes qui peuvent appeler les imams ou des rabbins ou des personnes, voilà, hindouistes, selon les cas présents. J'ai vu des prêtres venir pour prêcher auprès des malades, et jusqu'à la fin de leur vie avec les familles. Oui, oui. Il y a des Oui, personnes religieuses qui viennent au souhait du patient, parce que c'est un peu l'objectif du soin dans lequel on est, dans mon service. C'est-à-dire qu'il laisse le dernier souhait à la personne de vivre ses derniers moments comme ça, comme il le souhaite. d'accord, d'accord. Et dans ces soins qu'on donne, Mmh. vous dites la tolérance. Quel Oui, est le rôle de la tolérance dans les soins? On tolère quoi? On tolère jusqu'où? On tolère quoi? Et on tolère jusqu'où? Je ne sais pas si j'ai bien posé la non, question. si, Oui, si. Alors, comme je l'avais évoqué au début par rapport à la définition, donc attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres, ben elle va s'appliquer dans ce cas-ci. On laisse la personne, on admet que la patiente ou le patient désire avoir un prêtre ou un imam, etc., ou un rabbin, ou des personnes d'hindouisme, etc. Et du coup, c'est sa façon de penser et de vivre qui sont les siennes. Et on doit comprendre, on doit être indulgent, on doit avoir cette largeur d'esprit, comme dit ce synonyme. Et cela s'arrête au moment du non-respect. En fait, c'est ça, c'est au non-respect des autres qui l'entourent. Je m'explique. La tolérance s'arrête là où le respect pour l'autre, elle est atteinte. C'est-à-dire si on manque de respect à une personne qui, lui, librement pense autrement, c'est là où il y a l'intolérance.
C'est-à-dire que si on n'accepte pas une personne qui a, par exemple, un souhait une dernière volonté d'avoir un prêtre et que l'on lui impose une façon précise, ce que nous, on veut, donc les soignants ou la société, eh ben, on brise le respect de son souhait. Donc, Oui, c'est là où va la limite de la tolérance. oui, oui. Et certainement, vous avez eu connaissance de cas. Et en tout cas, moi, j'ai lu quelque chose dans ce sens-là et je voulais voir dans quelle mesure euh, ça se concrétise dans la société française. Et il y a la présence des différentes communautés religieuses, c'est clair. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a les athées, etc. Et, et est-ce que l'entourage du malade, puisque vous êtes aide-soignante, peut exprimer sa volonté? Par exemple, supposez que j'étais, disons, musulman. J'amène ma femme à se faire soigner dans un hôpital public. Et est-ce qu'il peut arriver que le musulman en question dise, ah, moi je veux que ma femme ne soit soignée que par une femme? Est-ce que ça arrive? Ça arrive, hein. Ça arrive. Une fois, j'avais travaillé dans un service parmi ceux que je vous avais évoqués, et la dame ne voulait pas se dévêtir face à un homme, un infirmier, Ouais. enfin plutôt aide-soignant, pardon, parce qu'en fait c'était un peu compliqué. Bref, les fonctions. C'est un aide-soignant et elle voulait pas se dévêtir. Bon, à ce Ouais. moment-là, ce qui s'est passé, c'est que vu le cas d'urgence du moment, on va dire, on a dit bon ben on va faire ce que vous souhaitez, mais il faut bien comprendre que on a essayé d'expliquer, parce que c'est vrai, quand on dit tolérance et respect, ça paraît limite, c'est vrai. Bon, mais en tout cas, oui, c'est compliqué dans un hôpital public, de réaliser le souhait comme ça d'une personne qui impose sa religion, parce que on n'est pas dans un esprit d'un hôpital privé ou quelque chose qu'ils ont. Enfin, je m'égare là, donc je suis un peu perdue, désolée. Oui, oui, oui. Et C'est la première fois que je m'exprime autant. non, mais c'est intéressant aussi de voir comment, quelle est la situation concrète. Parce Ouais. que une personne musulmane peut dire ma conviction religieuse euh, m'interdit que ma femme soit auscultée par un médecin homme. Alors, il présente sa femme à la réception de l'hôpital et puis il émet cette condition. Ouais. Est-ce que l'hôpital est tenu de respecter sa volonté? Non, elle n'est pas tenue de respecter sa volonté. On explique bien par exemple, ma mère qui travaille aussi en tant qu'auxiliaire puéricultrice, donc elle s'occupe des bébés en maternité. Il y a des soignants qui sont hommes, comme des gynécos, etc. Le papa ne voudra pas à ce moment-là que sa femme soit auscultée. Là, les soignants ils disent non, parce que non, c'est pas le lieu ni ni de réclamer ça, ni d'imposer ça. Enfin, c'est invraisemblable de mettre les pratiques religieuses dans un endroit médical où il faut se soigner. Donc Oui, normalement, en France, partout ailleurs, ce genre de phénomène ne doit pas être une exception. Parce que si il reste, admettons, enfin j'exagère,
Il reste plus que des hommes maintenant en tant que soignants et que les femmes sont parties et qu'elles sont de moins en moins, on va dire. On va dire qu'il y a moins de femmes et plus d'hommes et que majoritairement, ils auront plus de chances de tomber sur un homme. Les personnes doivent un peu faire face aux réalités. S'il faut se soigner, il faut oublier un peu nos convictions religieuses et un Ouais, peu vivre notre santé, quoi. ouais. Un peu Donc, vivre pour, enfin, et un peu vivre, je veux dire, c'est mal dit, et un peu respecter sa santé, quoi. Enfin, penser à euh, sa santé. euh, oui, et j'ai ici un commentaire très intéressant qui rejoint un peu ma question. Et, et, Bach, elle écrit: Je suis aide-soignant à mon humble niveau. Chaque fois qu'on m'oppose une pudeur, je le vis assez mal. Mm. Je comprends la gêne, bien sûr. Euh, j'ai l'impression qu'on me prête un vice que je n'ai pas. Vous voyez? Oui, je le Donc, vois complètement. euh, oui. Et, et, moi, j'ai été dans des hôpitaux, évidemment. Je me suis fait opérer il y a quelques mois. Là, la majorité des soignants étaient plutôt des femmes, Ouais. étaient des femmes. Et dans mon cas à moi, c'était, on m'a enlevé la prostate. On m'a Mm. enlevé la prostate. Et forcément, ça touche les organes sexuels. Et, et, et c'est une maladie pour hommes, pas pour femmes, évidemment. Et, et j'étais très. Oui, j'ai vu ces femmes venir chez moi ou chez celui qui était aussi dans la chambre avec moi. Mm. Ces femmes ne sentaient aucun gêne à faire Les les soins. soins, Ouais. à faire des soins, etc. Et même à nettoyer. Cet homme-là, quand il a fait ses besoins naturels, etc., Mm. ou par exemple, on nous met une sonde. Vous Oui. savez ce que c'est la sonde, n'est-ce pas? Donc, ils nous introduisent un tuyau par en bas, par le pénis, disons les mots. Mm. Et, et c'est l'infirmière qui le fait. Et puis, quand il va l'enlever, c'est l'infirmière elle-même qui le fait. Et j'étais surpris que j'ai presque pas eu d'infirmier homme. Et pourtant, c'est un hôpital universitaire et Mm. peut-être un des 20 meilleurs hôpitaux du monde, Ouais. celui de l'Echuve à Lausanne. Donc, j'étais surpris, j'ai dit, bon, ça m'a pas gêné outre mesure qu'une femme Mm. vienne me soigner. Et, ça m'a pas, mais j'étais surpris que il y a si peu d'hommes dans les services des soins. Est-ce que c'est Ouais. le cas en France? Est-ce que si c'est comment? Est-ce que Le on cas? prend, est-ce que en fait la majorité des soignants et des aides-soignants sont des femmes en France? Oui, ce sont des femmes majoritairement que des hommes. Et dans mon service actuel, je trouve que quand même, on est loti avec des hommes aides-soignants. Je suis vraiment contente là-dessus. Ouais. Et pour ma part, je suis contente, hein, parce que voilà. Moi, je trouve que c'est bien une diversité un peu de voir les choses et même la force, je trouve. Bon. Bref. C'est bien de se faire aider avec les hommes dans un métier identique à celui-ci, surtout. Parce que je pense à ce monsieur-là, qui est aide-soignant, qui a évoqué le commentaire, qui à son humble niveau essaie de travailler, alors qu'il a fait l'étude pour ça, il a fait des stages et il a vu tellement de choses qu'il veut justement en utiliser ses compétences pour aider, être utile comme toute personne, comme nous, l'équipe soignant veut. Euh, Euh, et je trouve ça dur
Je trouve ça dur de la part des personnes pratiquant religieuses qui empêchent les personnes d'utilité publique et de santé de travailler. Oui, Pour eux oui. en plus. Et, moi, j'étais dans cet hôpital donc universitaire et public, forcément, et j'ai constaté que il y avait un bon nombre d'Africaines, Cap-Vert et des choses comme ça, de l'Afrique, et, et, et qui mettaient une joie de vivre dans cet hôpital. J'étais très surpris. Alors, tous les services là, c'était comme si c'était un charivari. Hein? Tout le monde riait. Tout le monde, oui. Et il n'y avait pas beaucoup de sérieux. Il n'y avait pas beaucoup de sérieux dans cet hôpital. Et ces Africaines étaient. J'adorais ces Africaines, à vrai dire. Leur manière de se présenter, la manière de faire des remarques, des choses comme ça. Et, et, vraiment, c'était très drôle et je me suis dit, est-ce que c'est une qualité propre aux Africains ou c'est une qualité générale chez les infirmières du tiers-monde ou appartenant à la culture tiers-mondiste ou des pays. Hein? Est-ce qu'on a le même esprit de gaieté? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai fait cette remarque? Est-ce que ça, c'est le cas dans tous les hôpitaux ou pas? Oh, pas forcément, parce que j'ai côtoyé beaucoup de monde aussi, divers et variés, aussi soignants. Donc, j'ai rencontré des Portugaises, j'ai rencontré, ben là, je suis avec des Occidentales de France. Donc, moi, je me suis entourée de plein de personnes. Et ce que j'ai remarqué, oui, oui, vous avez raison, c'est propre à l'Afrique, ce côté oratoire, voilà. Bah, c'est parce que, alors moi, pour mon humble avis, ça vaut ce que ça vaut. On est de base des tribus qui s'occupons des parents, des enfants des autres, et des grands-parents et des oncles et des tantes. Et nous, en tant que grands frères, on s'occupe des petits frères et petites sœurs. En fait, c'est une culture déjà donner la responsabilité de s'occuper de l'autre. Il y a aussi dans l'Occident ce phénomène-là, mais plus professionnel, plus cadré, je le trouve plus sérieux, je le trouve adéquat, on va dire, avec la situation, contrairement à l'Afrique qui, lui, est plus à l'aise à faire des choses plus illimitées en termes, je sais pas, comme en fait c'est beaucoup oratoire aussi, comme je vous l'ai dit. Il y a pas de limite, on dirait. Pardon. Oral. Oui, C'est une pensée. Enfin, il y a de l'oral et l'Afrique a du mal. Les Africains en général, ils ont du mal. Par moment près, pour ceux, voilà, qui ont reçu une éducation. Moi, je, moi, je suis pour l'éducation niveau de ça parce que. oui. Pardon. Excusez-moi là, je m'éparpille. Oui, oui, mais c'était très intéressant, moi, cette expérience-là. Là, j'ai apprécié les Africains. À vrai dire, j'ai cet esprit de gaieté, de joie. euh, euh, alors, avec les blanches, c'est pas pour un jugement de valeur, non. Non, je fais que constater. Je fais que constater que on a différentes mentalités. Et en Suisse, d'ailleurs, on dit, il y a une anecdote qui dit que les Suisses ont inventé les montres, n'est-ce pas? Ou c'est ceux qui font les montres. Mais c'est les Africains qui ont le temps. Vous voyez, Oui. les Suisses sont minutés, sont minutés. D'ailleurs, vous avez dit, quand je vous ai appelé à venir me joindre ici,
vous avez dit 1 minute. Oui. Moi, alors j'ai dit, je vais voir quelle est la longueur de cette minute chez cette dame. Vous voyez, en Suisse, alors. Elle était longue la minute alors. Oui, alors Désolée. en Suisse, on dit généralement, quand on a affaire à un du tiers-monde, il dit, quand elle te dit 1 minute, lui dit 1 minute suisse ou 1 minute africaine. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Là, je Ah, commence si. à saisir cela lorsque quelqu'un me dit, je viens dans 1 minute. Alors, ou je viens dans 5 minutes. 5 minutes, ça peut arriver jusqu'à une demi-heure. C'est Vous vrai. voyez, un occidental vous donne un rendez-vous, et puis vous êtes en retard de 10 minutes, et bien c'est fini, vous avez perdu l'occasion de venir. Ah, oui. C'est 10 minutes. Et, et, et pas tout le monde ont la même notion du temps. Et vous comprenez? Et, Oui. et l'infirmière, probablement aussi a cela. Et il a son travail minuté parce qu'il doit inscrire quel est le travail qu'il a fait, combien de minutes il a euh, passé avec les patients, je ne sais pas quoi, comment sont leurs devoirs. Et, 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 et moi, j'ai eu des problèmes avec cela, puisque je suis oriental. Tout d'un coup, dans mon travail, ils ont introduit une règle que vous devez tenir sur un papier qu'est-ce que vous avez fait dans chaque quart d'heure. Et tu dis, mais quoi, je dois marquer tout? Par exemple, il dit, vous devez marquer pause café, 10 minutes. Ah, mais 10 minutes alors, mais il y a un papier avec les heures où vous devez remplir. Voilà, j'ai reçu un téléphone, 2 minutes. J'ai reçu quelqu'un, 10 minutes. J'ai fait des recherches sur ça, etc. J'ai fait des photocopies. Et à la fin, on a perdu une demi-heure et rien qu'à remplir des schémas. Vous voyez, Oui. et on se sent coincé. On dit, mais enfin, ils sont là tout le temps au-dessus de nos têtes, pour ainsi dire, puisqu'on doit leur remettre chaque jour, on doit leur remettre la feuille. Et eux contrôlent et disent, ah, là, eh ben, qu'est-ce que vous avez fait dans cette minute-là, etc., etc. Et probablement, Alors, on n'a pas la même précision. On n'a pas. non. En parlant de ça, vous m'avez donné 45 minutes, on est à la 43e. Oui, vous voyez, alors c'est ça. J'ai dit 40 minutes, c'est 40 minutes. Moi, j'ai des gens qui interviennent, je leur dis 5 minutes. Alors, mais moi, je suis assez flexible, disons, et, et je vois que, et puis il ne sait même pas se contrôler. Il ne sait pas se contrôler. Alors, il va jusqu'à 10 minutes. Il dit, je te dis 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Et l'intervention de 5 minutes, c'est beaucoup. Intervention, c'est 5. Normalement, on pose une question, 1 minute. Moi, je suis assez large, je dis, donne 5 minutes pour que les gens apprennent à dialoguer. Mais les gens n'ont pas tous la même notion du temps. Est-ce que sur le plan infirmier, la tolérance veut que on ait le temps pour les patients ou on est coincé? Au niveau du temps, il faudrait qu'on montre qu'on ait le temps et qu'on doit accorder du temps aux patients. Parce que ce soin palliatif, en l'occurrence, c'est pas juste passer, accueillir, faire la toilette, et puis donner à manger et puis partir. Non, s'ils sont seuls, on doit quand même rester un peu avec eux. Et même lors du soin, euh, montrer une véritable écoute active, et une écoute passive. Passive surtout, je dis bien, parce que une personne qui est là, qui sait ce que deviendra sa fin, que c'est là à sa fin, il doit se sentir encore exister
Et à ce moment-là, on doit montrer une véritable présence et écoute, même du silence. Juste par moment, ils ne veulent pas parler. Juste être en présence d'une personne, c'est continuer comme pour eux de vivre, donc accordons-le ça. Accordons-leur ça, pardon. Dites-moi, puisque vous avez travaillé avec des groupes neurologiques, ça veut dire, pour dire le mot, donc des gens, oui, avec des problèmes mentaux, avec des Les AVC principalement, pardon? principalement pardon, des AVC. Ah, des AVC. Ah, Oui. Sinon, d'accord. j'aurais des psychiatries. Oui, oui, Mais ça oui. s'approche un peu parce que pour ceux qui ont eu ce genre de soucis, peuvent vriller au niveau comportemental. Oui, en fait, euh, pour dire vrai, mon voisin en direct dans cette maison, c'est un nouveau propriétaire de l'autre partie de la maison, est un médecin allemand qui est spécialiste de la AVC. D'accord. Et dans ce domaine-là, il fait de la recherche et les soins. Les soins. Elle est d'origine allemande. Mais j'ai jamais bien compris qu'est-ce que c'est cette histoire. Je lui ai proposé qu'une fois il vienne sur notre chaîne et qu'il explique euh, en quoi ça consiste. En quoi ça consiste. Mais ça me gêne un peu de lui faire cela parce que ma chaîne étant ma chaîne, quoi, et c'est un peu comme une intrusion dans sa vie professionnelle. Hein? Et ça me gêne d'insister, mais lui, il a dit oui, oui, je veux bien le faire. Je suis d'accord, mais moi-même, je me sens gêné. Et ben, c'est un jeune médecin, disons, oui, peut-être qu'il a 45 ans, comme ça, par rapport à mon âge, d'accord. Mais il y a quand même le respect qui est dû à un homme de profession qui est probablement pas si simple, qui est probablement. En quoi consiste le AVC? Voilà, si jamais vous pouvez m'expliquer un peu. Arrêt vasculaire cérébral. Donc, à ce moment-là, faut, dès les premiers symptômes, comme ils disent bien aux publicités auxquelles il faut être attentif, c'est des fois des pertes de connaissances qui peuvent être immédiates, parce que c'est là où on parle de blackout, ou alors une personne, dès que vous la voyez, il y a le paralysie faciale droite, en exemple. La bouche commence un peu à ne plus réagir aux faciès et aux moteurs de la personne. C'est-à-dire, voilà, pour sourire, il y a une asymétrie faciale. Il y Ah a oui, ça, il y a la vue qui peut vriller. Donc, si vous sentez qu'il y a vrillé dans le sens où il y a une partie de votre vision qui, qui devient noire, ou il faudrait est voir déjà là troublé. le médecin, voilà. Faire voyez votre médecin généraliste d'abord, avant de calquer ça de l'AVC. Ça peut être autre chose. Donc voilà. Il peut y avoir une crise cardiaque aussi sur le coup et que vous êtes réanimé, ou alors juste une hyper comment on pourrait dire, vous avez de la tachycardie qui commence à se déclencher, donc vous avez le niveau cardiaque qui commence à augmenter. Pour voir votre tension aussi, voir votre tension si elle est trop élevée. En fait, c'est un peu général, la neurologie, c'est tout ce qui touchera à tout ce qui est vos organes vitaux. Donc la respiration, les systèmes immunitaires et le cœur. Donc voilà, le battement cardiaque. Faut vraiment voir le médecin traitant pour faire des examens complémentaires si c'est bien un AVC. Alors généralement toujours les patients me disent j'ai eu un blackout, c'est-à-dire une perte de connaissance, voilà. Ils se souviennent même plus aussi ce qu'ils ont fait au préalable. Ça aussi.
Ils peuvent tomber d'un coup et puis après, on commence à s'inquiéter, on les emmène, il y a un arrêt vasculaire. Dans le moment, il faut s'alerter tout de suite et aller aux urgences et voir un médecin. Parce que c'est dans les 4 heures où tout se joue. Il faut absolument, dans les 4 heures, réagir. Parce que Et on généralement, fait dès que ça quoi? s'installe, On fait quoi? On fait quoi? On réagit dans quel sens? Et si on ne réagit pas, quelles sont les conséquences? pour réagir, il faut appeler les urgences. Les urgences qui vous prennent votre proche et qui l'emmènent aux urgences. Voilà, donc voilà, vous appelez l'urgence, le 15. Hop, vous allez aux urgences et, euh, et vous allez voir, du coup, pour l'inscrire, vous leur expliquez la situation et voyant le cas, ils appellent le service concerné, donc la neurologue, qui viendra voir, qui viendra faire des examens complémentaires pour voir si c'est vraiment un cas d'AVC. Ensuite, c'est une admission, c'est des consultations journalières et selon le cas, il dure plus ou moins. Il vous administre un traitement qui agit sur le caillot concerné afin de le dissoudre. C'est de l'actylyse, je m'en souviens bien, parce que ce traitement-là, il est administré, enfin, il est prescrit par le médecin, administré par l'infirmière, avec une continuelle surveillance, il y a une continuité sur la surveillance du patient, donc H24, et suivant sa tension, son diabète, enfin, le taux de sucre, de toute façon, on le prend toujours euh, en entrée et si le cas du patient est diabétique, on le prend tous les jours, on régularise au mieux, etc. C'est une surveillance physique, voilà, etc. Et puis même, on fait des tests préalables pour voir si les choses s'arrangent au niveau moteur. Donc, vérifier si la perte de connaissance n'a pas brouillé la mémoire, n'a pas brouillé le côté moteur et la compréhension de la personne, sa logique. Donc voilà ça. Si personne ne réagit, si par exemple une personne a eu le cas et qu'elle est toute seule et qu'elle n'a pas eu qu'il n'y a eu personne, que personne ne savait que cette personne allait le faire, ça aussi. Il y a le cas où ben, la personne risque des complications graves, des séquelles. Si elle est prise plus tard des 4 heures, euh, ben, il y a des séquelles dures qui vont rester comme l'hémiplégie, qui vont rester, il peut y avoir la mémoire qui va défaillir, la compréhension logique et le moteur, ben voilà, lui aussi va défaillir. Ah. Est-ce que Ouais. il peut conduire à la mort ou à la paralysie? À la mort ou à la paralysie. Ah, elle peut conduire aux deux. Elle Mm, peut mm. conduire aux deux. Mais Bien. majoritairement à la mort, parce que si on fait vraiment rien. Oui, oui. Alors, je vais donner le lien à ceux qui voudraient intervenir. Ceux qui voudraient intervenir. Euh, Moi, ça m'intéresse ces aspects médicaux. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ici un spécialiste euh, homéopathe, un homéopathe qui nous a expliqué en quoi consiste son métier. Pour nous, moi je ne suis pas connaisseur dans ce domaine, qui est devenu après un ami en fait aussi. Et, et c'est bien l'aspect médical aussi qu'on s'en rende compte. Mm. Et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et la question de la santé, on a tous un petit pépin ou un gros pépin, savoir comment réagir. Alors si quelqu'un est présent, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent cette intervention, 6 pour le moment, mais il n'y a pas de problème. C'est quand même bien. Et, oui, mais il y aura Merci à après, vous, les 6 personnes, il y quand aura, même. merci pour ceux qui assistent et ceux qui Oui, aussi assisteront après. oui, Après, bien donc, sûr. oui.
Donc, ça, c'est peut-être que l'heure Merci ne à vous convient d'autres personnes encore inconnues. Oui, c'est sûr. Alors, si quelqu'un de vous, c'est Van Bach, c'est notre ami là qui a posé la question, s'il veut intervenir, voilà un lien qu'il peut utiliser et s'il veut, mais n'est pas obligé de le faire. Sinon, on a passé 55 minutes agréables avec notre ami Mélisandre. Merci Mélisandre, beaucoup. oui, vraiment très intéressant, très instructif. Et, et- et j'espère quand même que vous en avez profité de ma petite curiosité face à des. Je ne sais pas toujours quelles sont les questions qui devraient être posées, mais je m'efforce. Ouais, de- mais euh, c'est déjà euh, bien, oui, franchement. oui, oui. Mais je veux dire, par là où on peut voir aussi les 14 besoins, si vous en avez un peu Alors, trouvé. quels sont les 14 besoins? Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est les 14 besoins. Euh, Alors, je- ça, c'est ce qu'on un apprend. premier besoin, c'est pour moi, c'est manger. Ah oui, Le deuxième besoin, c'est dormir. Le ouais, troisième besoin, c'est travailler. Alors, moi, j'ai dit travailler. il y a des heures, des priorités. La priorité, c'est manger. Deuxième Oui, priorité, dormir. Troisième, ouais. si on a le temps, on travaille. Sinon, on revient à la première priorité. Ou à la deuxième. Voilà la deuxième. En tout cas, la troisième, c'est la dernière de mes préoccupations. Désolé. Bah, vous êtes dans les besoins. En premier, on a besoin de respirer. Ah, ah. Oui, après. Quels sont les Votre 14? besoin, Rappelez-nous nos devoirs, peut-être nos besoins. On ne sait jamais si on a les mêmes besoins ou pas. Allons-y. ah bah, Alors, on a tous besoin de ces 14. Là, vous allez allons-y. voir. Alors, en Lesquels? premier, respirer, Oui, boire et manger, oui, se mouvoir, tenir une bonne posture, ah, ah oui, dormir et se reposer, oui, se vêtir et se dévêtir. oui. Et j'insiste sur le se, c'est le faire soi-même. Ah, ah, Maintenir, ah. ah, maintenir sa température, Oui, être propre et protéger ses téguments, donc son aspect corporel, oui, éviter les dangers, oui, communiquer, oui. On est s'occuper. à 10, on est à 10 pour le moment. On On est est à prêt. Euh, 9, 9. Attendez, je me prends pas. 1, 2, 3, 4, vous pouvez recommencer, 9. ça fait rien. On est au 9. Ah bah avec plaisir, je vous ferai une tournée. Ça va m'occuper. Non, 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 c'est avec plaisir. Oui, On en est alors, à 9. oui, et le reste, c'est quoi? Ce qui est bizarre, c'est que c'est 9. Bon, après, il faut comprendre que je vous ai dit des et protégés, etc. avec, bon, bref. Le 10e, s'occuper en vue de se réaliser. Oui, à s'occuper. Voilà, c'est votre travail, c'est le travail dont vous parliez. Ah, c'est en dernier lieu. Ouais, ça, il est parmi les derniers. Oui, Besoin de se recréer, donc le 12e. vous avez besoin de se récréer, ça veut dire quoi? De se recréer, c'est-à-dire, comment dire? S'occuper en vue de se réaliser, c'est professionnel. Besoin de se recréer, c'est plutôt privé, plutôt D'accord, passion à faire soi-même. Vous voyez? d'accord. Puis, En 12e, donc ça c'est donc j'en ai 11, 12. Le 13e, se ouais. divertir. Ah, ah, Donc là, on en est d'accord. Le oui, 14e et ce qui est intéressant, c'est apprendre. apprendre. Ah, Tout ah, à d'accord. fait. Donc il y a des besoins animaux et des besoins qui sont en plus pour les humains. Oui, alors, on partage Ouais, avec les humains la plupart des fonctions, des 14 besoins,
Et les humains, je crois que c'est seulement réfléchir, mais on ne sait même pas. Peut-être que les animaux ont aussi quelque chose à réfléchir, on ne sait pas. Oui, il faut qu'ils réfléchissent à trouver d'autres lieux de ressources pour vivre. Ah oui, c'est ça, c'est. C'est quand même un plan B pour eux, hein. C'est bien de réfléchir à ça. Oui, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ah, ça, non, c'est vrai. J'ai Je moi, comprends. j'ai vu un film comique de quelqu'un qui, lui, et, on lui a dit, mais écoute, il faut que tu trouves un travail, il faut que tu trouves un travail. Alors, c'était deux comiques. Alors, il dit, à la rigueur, tu peux faire danser un singe. Mais le type, lui, et comme il ne trouvait pas de singe, il a attaché un fourmi à une ficelle. Et puis, il voulait faire danser comment, cette bête là-bas, et cet insecte. Et puis, et les gens se ramassaient, il dit, regardez, regardez, regardez. Et puis, si vous, les spectateurs devaient chacun payer un petit sou, quoi. Il dit, mais pourquoi on doit payer? Ah, mais vous avez vu, on fait danser les fourmis, nous. Il dit, mais c'est quoi cette activité-là? Ah bah ouais, c'est étrange, effectivement. Il n'y a pas de morale. Oui, elle dit que même que c'est vraiment quelque chose de professionnel. Hein, c'est pas tout le monde qui peut faire danser les fourmis. Ah non, écoutez. Oui, il avait une petite corde comme ça, puis moi, je m'attendais à voir un singe qu'il peut danser. Eh ben non, il dit, mais il est où? Il dit, prends. Puis regarde, les fourmis sont attachées au bout de la ficelle. Et alors, c'est ça. C'est des histoires Ok. de fous. Il se divertissait, lui, plutôt. Bah, je pense que c'est lui qui dansait. Je crois que la fourmi a trouvé même le singe, en fait. Oui, 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 ça c'est On se drôle. demande qui divertissait l'autre, en fait. Oui, oui, c'est un film syrien, alors. Ah, mais en tout cas, il a l'air bien. Quel est ce titre? Ghawar et Toshi. Alors, ben, c'est très joli, très joli. D'accord. Quand je m'ennuie, ce qui arrive rare, rarement, je regarde ces vidéos de ces comiques Ah, syriens. Eh bien, ça. alors il y a Sevando qui pose l'idée est de détecter les besoins altérés et, si possible, mettre en place les actions pour les maintien ou leur réactivation. Ah, c'est intéressant, mais les institutions ne nous donnent pas les moyens de tous les travailler, hein, leurs besoins. Nos C'est besoins. ça, Oui. ouais. Ça, c'est intéressant ce que j'ai jamais pensé à ces besoins-là. Il faut que j'y réfléchisse, mais ça va m'occuper, ça. Bah oui. Ça va m'occuper. Comme je dirais aux curieux qui ont Alors, une appétence à la curiosité, bon appétit. oui, alors, mon infirmière qui était capverdienne, très jolie, j'ai dit, tu sais, moi, je déteste me laver. Je déteste me laver parce que chez moi, dans mon pays d'origine, on prenait le bain une fois chaque 2 semaines. Mais ben, c'était dans des passifs comme ça, et puis on chauffait l'eau, puis on se lavait une fois chaque 2 semaines. Ici, en Suisse, ma femme, chaque jour, me dit, on doit prendre la douche chaque jour. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi il faut prendre la douche chaque jour? Et non, mais c'est comme ça, par respect aux autres. Mais il est où le respect? Il est où le problème? Moi, je n'ai pas envie de me laver chaque jour. Non, non, il faut te laver chaque jour. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Il dit, on n'est quand même pas en psychiatrie, on ne va pas te forcer. Je dis, ah non, mais. Alors, je trouve que c'était assez pénible. Je disais ça à mon infirmière que moi, c'est moi, j'aime pas me laver. Il me dit, ah, mais monsieur, il faut aussi laver les bijoux, hein. Je vois. Elle disait ça, on dit,
Ah, dis donc. Ouais, Il dit oui, il faut laver les bijoux. tout à fait, c'est un peu important. Cette expression m'est restée, j'ai trouvé c'est vraiment Bah, c'est assez vrai que c'est poétique. c'est Assez poétique. oui. En fait, on Là, essaye, voilà, exactement, quand les hommes qui sont africains face à des femmes occidentales qui trouvent le mot juste pour accepter le soin, oui, je trouve ça sympa d'utiliser la poésie. Donc voilà, je pense que c'est une bonne entrée pour le soin. oui, Donc oui, monsieur oui. l'aide-soignant, je comprends complètement. Mais j'ai eu l'expérience d'un infirmier étudiant qui lui, c'est le cas contraire. Euh, Il lui oui, voulait pas soigner une femme. oui. J'étais comme ça, je l'ai regardé, on était en soins d'une femme, on lui avait mis, on allait lui mettre le bassin pour uriner, qu'elle n'avait pas la possibilité du tout de le faire elle-même, et elle m'a fait: «Ah non, non, je ne peux pas». Je dis: «Pourquoi?» Face à la patiente, donc parce que moi j'étais pas prête à ce qu'il me réponde, «Non, je le fais pas, c'est une femme et je vais avoir du mal». J'ai dit: «Mais tu es infirmier, tu seras infirmier, ça va être compliqué pour toi de penser à ce genre de choses. Tu vois bien qu'on a des femmes en soins, donc il faudra y mettre du tien pour le faire. Oui, Et comme je suis pas sa tutrice, mais j'en ai parlé un peu à mes collègues, sa tutrice en a eu vent, donc j'espère que ça s'est arrangé de ce côté-là pour lui, parce que moi je trouve que même à l'égard des soignants qui ont cet a priori-là, parce que ça existe en plus, c'est pour ça que dans ce métier-là, j'ai vraiment côtoyé plusieurs personnes avec des pensées même à de l'autre côté de la barrière. Même les soignants eux-mêmes imposent leur pratique personnelle aux professionnels. Donc moi j'étais pas trop d'accord. Donc je lui ai dit de sortir et puis ben enfin non, comment dire? Je dis: «Bah non, on va s'occuper d'elle». Parce qu'en fait, je sais pas, il y a eu tellement de trucs qu'après, non, il s'est occupé d'elle, il était avec moi, il a fini son travail, quoi. Tu sors pas tant que tu pas mis le baston. On ah, lui a mis et tout. oui, Donc on a fini le travail avec la dame et bah, moi j'étais comme qui dirait choquée, c'est le mot. oui, oui, oui. Parce que Ça doit si on pas être commence à penser facile. comme ça, Ça doit pas, ça doit pas être simple des choses. Les autres. Moi, une fois, j'ai reçu mon ancien directeur de travail qui, à l'âge avancé, il mmh, avait une personne qui s'occupait de lui. Il était dans un home médicalisé, comme ça. Puis mmh, je l'ai invité à manger chez moi, lui et la dame qui s'occupait de lui. C'était mon directeur de thèse, donc j'avais beaucoup de respect pour lui. Il a dormi sur le fauteuil au salon parce qu'il se sentait fatigué. Je ne pouvais pas le monter à l'étage parce qu'il ne pouvait pas monter les escaliers. Donc, il s'est étendu sur. Puis à un moment, il avait besoin de faire ses besoins naturels, mmh, et aller aux toilettes. Et mmh, elle dit à la dame: Ah, je vais aller aux toilettes. Et, et puis elle l'a pris par la main, puis elle l'a amené aux toilettes. Elle a fait ses besoins là, puis elle est sortie. mmh, J'ai dit: Oui, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Et à un moment donné, on ne peut pas le faire soi-même, on a besoin de l'aide de l'autre. c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mon, mon voisin de lit, là, à l'hôpital, et lui, il n'arrêtait pas de faire pipi sur ses habits. Mmh, Et, il s'est gêné à appeler les infirmières. Il dit: Mais il ne faut pas te gêner, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Euh, euh, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les besoins de la vie. C'est les c'est ça. besoins, c'est les Et besoins par de la. c'est ça, et par respect pour son corps et sa dignité, il faut Oui, pas refuser une main tendue. Et il faut, bah, c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on rentre dans une chambre face à une personne de pudeur extrême sur ce point, ce qui est respectable pour elle ou pour lui. Mais on évoque souvent que on n'est pas là pour regarder en perversion votre corps, c'est pas pour ça qu'on est là.
faut être un peu franc aussi de notre part et de dire on est un médecin, un infirmier, un aide-soignant, on est un soignant. Ne voyez pas l'identité personnelle que vous voyez, on est un soignant et on est là pour soigner votre corps et on n'est pas là pour faire autre chose. Oui. Moi, je me rappelle, j'ai dû amener une personne à l'hôpital en toute urgence. C'est une personne qui me connaît et puis il n'y avait personne à l'aider, le téléphone. Et Samy, s'il te plaît, accompagnez-moi aux urgences. Sinon, je vais mourir. J'ai dit, oh. Je suis allé presque en pyjama chez elle, on a appelé l'urgence. Et puis il m'a dit, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Elle avait perdu son mari. Bon, bien. Alors je suis resté 4 heures à peu près à l'hôpital avec cette personne. Le médecin venait, l'auscultait, etc. C'est assez gênant pour quelqu'un. Moi, je ne suis pas de la profession médicale, j'étais juste accompagnant par amitié, comme ça. Au moment où il l'auscultait, il devait évidemment l'habiller, la déshabiller, etc. Moi, je sortais. Je sortais pour qu'elle garde son intimité, quoi. Elle me dit, vous pouvez rester. J'ai dit, non, 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 je reste dehors, pas de problème. Je reste dehors. Parce que c'est ça le problème, c'est, vous dites la tolérance, n'est-ce pas? Et respecter aussi la personne. Respecter la personne. Vous voyez, vous avez évoqué tolérance et respect, et c'est pour ça que j'ai mis en lien ces deux mots-là. Oui, oui, c'est ça. Alors, et après, là, on est rentré de l'hôpital, des urgences, je dis, ah, je t'oublierai jamais ce que tu as fait de bien pour moi. Je dis, c'est rien du tout, c'est normal, il faut qu'on s'entraide et comme ça. Oui, et dans la faiblesse physique, c'est terrible de devoir être totalement dépendant des autres. Totalement, mais c'est inévitable, quoi. C'est inévitable, tout cela. Et là, pour cela, c'est important qu'on écoute une fois une soignante et qu'elle nous parle des soins, de la tolérance, de ces problèmes qu'on rencontre dans ces lieux où un jour ou l'autre nous y serons tous. Nous y serons tous, parce que vous avez dit les besoins, mais il ne faut surtout pas oublier de mourir, n'est-ce pas? Besoin de mourir, oh, ça sera naturel. Oui, ça, c'est même plus un besoin, là. Oui, c'est pas un besoin, c'est. Ah, parce que là, si on a besoin de mourir, c'est qu'on est éternel. Oui, on a besoin de mourir. Moi, je me rappelle quelqu'un qui, sans nommer des personnes, la vieille dame au hôpital pour vieille maison hospitalisée, médicalisée comme ça, dit ah mais j'ai pas envie de vivre, j'aimerais bien finir, j'aimerais bien mourir, ça me suffit, j'ai passé assez de temps, ça suffit. Dire, te gêne pas, hein, ne t'en fais pas, la mort n'a oublié personne. Ah bah non. Elle n'a oublié personne. Ça peut venir un peu tard, mais elle n'oublie jamais personne. Ah, Et elles me disent, dans certaines maisons médicalisées, tu entres par la porte et tu sors dans un cercueil. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est intéressant aussi, si vous aviez de l'expérience des gens qui, disons, veulent se faire euthanasier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut accepter leur volonté? Est-ce que moi, j'ai eu connaissance d'une personne, une amie à moi, qui va à l'hôpital. Le médecin lui dit, écoute, en fait, on peut te soigner, mais la mort est certaine dans 3-4 semaines. C'est certain, parce que tout va mal. Et alors, on va te soigner. Il dit, je ne vais pas me faire soigner. Je ne vais pas me faire soigner. Oui, mais on te donne des médicaments. Mais je ne vais pas. Je ne vais pas. On ne pouvait pas la forcer.
Et comme ça, elle dit, moi, je pars plus vite. Pourquoi je dois rester à l'hôpital 15 jours? Pourquoi? Si je refuse de me faire soigner, en 3 jours, je liquide l'affaire. Vous voyez, Oui, donc, ouais. euh, est-ce que vous avez eu affaire à des gens pareils? Ah bah oui. Ah oui, on a eu des cas comme ça, hein. Il y a des personnes qui se laissaient mourir même. Là, récemment, c'est ce qu'on a vécu par rapport à une patiente. Elle Ouais, était très âgée, elle était très âgée. Elle avait une maladie qui, alors, respiratoire, oui, cardiaque, oui, des métastases, oui, mais on sentait qu'on pouvait enlever un peu ses douleurs, mais vu de son passé, elle avait perdu son fils en fait ouais, récemment, et ça ouais, l'a. On peut comment dire? mourir, ok, on peut mourir dans la vie sans crier gare, mais la mort latente, c'est la pire. C'est-à-dire les gens qui commencent déjà à se projeter dans dans ce fameux cercueil, c'est la pire des choses à faire. Ah Je oui, m'explique. Ah, on respire, on a encore les yeux ouverts, on a un semblant de vie pour ceux qui ont des maladies qui rentrent dans des critères d'euthanasie, cadrés et bien surveillés et faisant en sorte que la douleur soit plus, afin que la personne soit sédatée de manière profonde et continue. C'est ce que la loi ouais, Leonetti ouais, promulgue. ouais, Et donc là, ça peut aider. Mais si vous rentrez pas dans les critères de sédation profonde et continue, vous ouais, sentez pas exclu de la mort. C'est ça, j'ai envie de dire. Vous sentez pas exclu de la mort, on dirait que c'est une liste où vous voulez déjà être en liste de première personne à placer. Il faut ouais, pas penser comme ça. Il ouais, faut pas penser comme ça. Il ouais, faut penser déjà à ce que vous vivez actuellement. Si c'est de la tristesse, parlez à quelqu'un et que vous avez une fin de vie, prenez les choses en main avant cette mort. Et essayez de faire des derniers souhaits à vos proches afin de tout régler vos affaires administratives. Et enfin, une fois fait, vous pouvez être tranquille, etc. Mais si tout a été fait et que vous sentez la mort venir et que vous l'avez en vous, que vous avez des cancers, etc., mais que vous rentrez pas malheureusement dans des critères tels que, alors ils ont dit que si vraiment c'est des cas phase terminale, où la maladie est incurable, voilà, et que il y a rien d'autre à faire qu'à sédater de manière profonde. C'est de là les critères. Il faudrait regarder. Moi, je vous invite à regarder tout ça. C'est montré dans Internet. Il y a des législations qui sont dans Légifrance où vous pouvez regarder. ouais, Regardez vraiment ouais, et mettez-vous au courant de ces critères-là. Mais vous ne sentez pas exclu si vous voulez être les premiers sur la liste de la mort. En ouais, fait, c'est comme ça que les gens se projettent. On a eu le cas du coup d'une femme qui glissait. On appelle ça le syndrome de glissement. Donc je reviens à elle. Elle se laissait mourir. C'est une sédatée autonome en fait. La pauvre, j'en parle comme ça, mais il y en a qui sont brisés et que si on leur donne, si on leur, en fait, c'est dur, hein, faut pas croire, hein, pour les soignants non plus, hein. On ouais, autorise à une personne de lui donner la mort, en fait, à se donner la mort. C'est clairement comme ça. Si vous dites au médecin qui n'a rien demandé, qui lui son rôle est de prendre ouais, soin dans les milieux palliatifs, il est là pour non guérir les personnes. Il est ouais, là pour le confort des personnes. ouais, Et dans le cas où vous lui dites appuyer sur le bouton pour que je m'endorme et que je vive plus, alors que dans le cas où vous rentrez pas, ben pour lui vous lui donnez le pistolet et vous en faites un criminel, pardon du terme. C'est pas ouais, si simple de se mettre à la place des patients, mais c'est d'autant pas plus simple de se mettre à la place des soignants. ouais. Mais moi, quand Il faudrait une justesse, en fait, une justesse de compréhension entre les deux. Et ça, bien sûr, il y a toujours des choses bancales. Il y a toujours des choses qui sont pas à notre contrôle. On contrôlera jamais rien. Mais, et ouais, choisissons, comme je disais, j'en parlais avec mon mari. On discutait. On dit que la Terre n'a pas ce choix de tourner. Mais nous, en tant que terriens, on a le choix de choisir le moins pire pour nous. ouais,
Oui. Donc, Il y a, choisissons le moins pire pour nous. alors, Sevant Bach, il écrit, les plus durs, c'est ceux qui nient la mort. Ils sont très difficiles à accompagner. Oui, J'aurais bien aimé qu'il nous explique cette situation. moi, je peux vous dire, Oui, dites. il y a une psychologue qui est présente, qui nous a fait une formation sur le sujet justement du déni. Ouais, Et justement, une professionnelle de santé, une aide-soignante, a bien posé cette question aussi. Elle disait, mais, ou une infirmière, et elle lui a posé la question, elle lui a dit, mais comment vous faites quand une personne, elle est vraiment tranchée dans le déni, elle veut pas enlever cette barrière psychologique qui est tout. Elle me disait, bah, c'est mon travail à moi, psychologue, de savoir le pourquoi de ce déni. Donc, c'est pas en lui posant de but en blanc cette question, pourquoi ce déni-là de la mort. Non, il faut qu'elle connaisse son passif, son passé, son histoire, son vécu par rapport à la mort. Euh, mais c'est ça veut dire quoi? sa vie présente, si elle est au courant, pardon, si elle est au courant de sa présente maladie. Et puis ensuite, elle va aligner les mots à la personne, c'est-à-dire que la personne, en entendant ces mots à elle, va pouvoir peut-être travailler longtemps, peut-être même des années, mais peut-être ne sortira pas ce déni, mais Mais j'ai une question, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire nier la mort? Qu'est-ce que ça veut dire nier la mort? Ça veut dire, je ne vois pas comment quelqu'un peut nier la mort. Est-ce que notre ami Sylvain Bach peut nous expliquer, lui qui nous écoute, quelqu'un qui on peut nie. le laisser, oui, il faut le laisser s'exprimer, oui. Alors, Sylvain Bach, si vous voulez, ou expliquez-vous Ouais. S'il dans vous les plaît. chats, ça serait bien. Moi, je parle avec des gens avec qui, en fait, à cause de leur dogme religieux, eux, puisqu'ils me parlent de dogme, eux, pour moi, ils disent, la mort, c'est rien du tout. C'est comme changer la chemise. C'est comme changer la chemise. Et la vraie vie, c'est après la mort et pas la vie actuelle, ils disent. Alors, pour eux, ils n'ont pas peur de la mort parce que, bon, ça c'est quoi la mort? C'est rien du tout. Il faut plutôt la souhaiter. Et pas pour cela, il y a tous ces martyrs qui vont à la mort en courant. On se dit, mais et, et, il banalise ce phénomène, le fait qu'on meurt, on le banalise alors. Ou quelqu'un qui va se suicider, il dit, moi je vais Mm. mettre fin à ma vie, puis après moi les déluges. Après moi les déluges. Mm. Euh, Ça, moi, j'ai eu plusieurs expériences avec des gens qui m'écrivent, moi, je vais me donner la mort, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est pénible, c'est Mm. pénible tout ça. Eh bien, moi, on a maintenant presque arrivé à 1 heure et demie. Je remercie notre ami Mélisandre de nous avoir éclairé sur nos besoins. Je vais travailler ces besoins, ça va m'occuper. Je vais voir Ah, si en vue j'ai de vous oublié. réaliser, oui. Oui, pour voir si je me suis pas occupé d'un de ces besoins. Oui, oui, oui. Ah oui, mais tenir droit. Alors ça, c'est Ouais. vrai. Ces derniers temps, moi, j'ai mal au dos. Ah, J'ai l'impression, oui, parce que je suis assis toujours devant mon ordinateur à écrire. Euh, mm. euh, ah, euh, Sévan Bach, elle dit, je parle des gens qui n'acceptent pas leur Oui, c'est exactement leur ça. finitude. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, Il a dit le mot. oui, mais moi, je suis jamais passé par cette situation, donc je ne saurais pas me dire, j'arrive pas à imaginer cette situation. Ouais. Oui, Ah si, parce que quand vous parlez, pardon, des Palestiniens et que vous avez des pensées pour eux qui vivent des choses intolérables, hein, parce que c'est le cas, ouais, c'est vous vivez indirectement quand même
même parmi tous vos proches, ceux qui ont vécu des drames. C'est On sûr. vit quand même cette mort-là, on vit même la mort des fois d'esprits logiques, des lumières, voilà, de la liberté un peu. La mort n'est pas forcément ce que l'on croit qu'elle est. Moi, j'ai toujours dit que on vit dans une époque où les vivants envient les morts. Parce que les Oui. morts, au moins, se sont reposés, c'est fini. Mais si quelqu'un est resté vivant, surtout blessé, paralysé ou autre, Mm. affamé, assoiffé, et la mort ne vient pas pour nous libérer de cette fatalité, Mm. et on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir la prochaine bombe israélienne sur le dos, on s'est dit, vaut mieux être mort. Vaut Mm. mieux être mort que rester en vie avec une telle situation. Mm. Bon, d'accord. Alors, on termine ici et on arrive gentiment à 1h30. Et en tout cas, merci Mélissandre pour cette soirée instructive et puis aussi, et, on parle de la mort, mais quand même, voilà. Bon, c'était quand même une discussion assez vivante. Oui, justement, justement. Alors, dans notre chaîne, il y a toujours le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est son 1 minute ou 2 minutes où vous dites tout ce que vous avez à cœur à dire. Ben, si ça vous empêche de dormir, si vous ne le dites pas, alors vous le dites. Voilà. Je vais pas donner de temps parce que si je dépasse, après je vais. Ah oui, après, je vais savoir je- quelle est votre notion du temps. Oui. Mais je pense que ce sera court. Ça tiendra en une phrase. Un peu longue, mais en une phrase. Je commence. Je finis, donc. Face au monde et ses différences, le soin de s'adapter et de tolérer les choses, c'est respecter de manière à ce que l'autre soit à part entière un autre que nous. Nous pouvons ne pas être d'accord sur tout, mais soignons nos erreurs et ne tolérons pas la bêtise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Je remercie tous ceux qui ont assisté à cette séance, à ceux qui assisteront par la suite. Euh, euh, je vais laisser cette vidéo. euh, je, euh, mais je me permets de vous le dire, je m'appelle Bachir. Voilà, c'est notre ami, il s'appelle Bachir. Très bien. D'accord, bah, Lui-même, il le dit. Il le dit. Alors, moi, je divulgue rien. Merci. Merci, Bachir. Tous. Je laisserai cette vidéo avec possibilité de commenter. en tout cas, Normalement, moi, merci beaucoup. Pardon. normalement, moi, je ferme les commentaires pour éviter des dérapages. Euh, parce que moi, je recevais chaque semaine des menaces de YouTube de fermer ma chaîne. Chaque semaine. Alors, j'ai dû pour cela fermer les commentaires, mais cette vidéo me semble intéressante. Je vais la laisser avec la possibilité de faire des commentaires. Donc, je vous invite à commenter si vous avez besoin de dire quelque chose. Sinon, vous avez en face de vous mon email et mon numéro de WhatsApp. Si vous voulez être mon invité, vous êtes toujours les bienvenus. Ou si vous voulez m'écrire des remarques, quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, je termine et je vous souhaite